Louis-Simon Roy. Vous êtes l'auteur du livre Changer. Pourriez-vous rapidement nous préciser votre parcours? Rapidement, alors en fait, j'ai un parcours assez peu orthodoxe, peu habituel, disons. Donc j'ai fait des études collégiales, évidemment, au Canada. Après mes études, en fait, j'ai décidé très tôt de partir à l'aventure et c'est un peu dans ce cadre particulier qu'avant d'entreprendre des études universitaires, j'ai pensé, on va partir loin, on va partir seul et on va partir en vélo. Un voyage quand même de quelques milliers de kilomètres qui m'a amené à vivre beaucoup d'expériences, des expériences difficiles, des expériences faciles, des expériences agréables et parfois désagréables, mais qui m'ont finalement montré un peu à quel point toutes ces circonstances, ces situations parfois un peu imprévues de la vie pouvaient finalement être un lieu d'apprentissage absolument extraordinaire. Et particulièrement quand on a 18 ans, on est un peu dans la transition vers l'âge adulte, alors évidemment c'était pour moi une expérience sensationnelle. Mais je vous dirais qu'au-delà de l'expérience, qui peut peut-être paraître un peu extraordinaire, incroyable, c'est avant tout les apprentissages personnels qu'on retire de ça. Et c'était finalement le but de cette expérience. Quand je suis parti à 18 ans, j'ai pensé, je viens du Québec, si je reste dans mon milieu, jamais, avec ma personnalité, je vais vraiment épanouir les choses que j'ai envie de changer, entre autres l'estime de moi. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage? Moi, le plus grand apprentissage que j'ai fait de cette expérience, parce que j'ai vécu des expériences aussi très précises, c'est que chaque chose a un sens. Les portes qui se ferment, les situations désagréables, les situations agréables, les rencontres que l'on fait, absolument tout a un sens. Et c'est ce voyage qui m'a vraiment permis de découvrir un peu cette réalité. C'est absolument fascinant. Donc un petit peu plus tard, vous avez enseigné à des enfants de la rue en Mongolie. Dans ma famille, en fait, la pression était quand même assez importante pour aller vers des études universitaires. Ne sachant pas trop dans quel domaine, j'ai pensé, il me semble que j'aurais envie de repartir encore à l'aventure. Il me semble qu'il y a encore des choses à travailler, des choses à découvrir, et ce n'est pas une formation académique qui va me permettre de faire ces apprentissages. J'ai fait des contacts, et finalement, je suis parti dans un organisme qui vient en aide à certains enfants de la rue. Je suis donc parti là-bas pendant 6 mois pour aller donc enseigner l'anglais à certains de ces enfants. Alors au-delà de la connaissance de la langue mongole et de certains apprentissages, comme je le disais un peu avant, intellectuels, il y a vraiment avant tout un peu cette confrontation à la différence culturelle en étant seul dans un pays qu'on ne parle pas la langue, qu'on ne connaît pas la culture, qu'on ne connaît pas le code non-verbal, les tabous, les non-dits. Alors c'est une expérience absolument fascinante pour quelqu'un qui vient d'un pays occidental, se rendre seul dans un monde finalement en apparence, et j'insiste sur le mot en apparence, aussi différent. En fait, cette expérience, c'était vraiment dans le cadre de mes études universitaires au Canada. On m'a proposé de faire un stage là-bas. Alors quand j'ai vu le stage camp de réfugiés palestiniens, ça m'a tout de suite absolument fasciné. J'ai pensé, oui, alors on va là-bas. En fait, j'étais avec une Québécoise et nous avons implanté là-bas un programme créé au Canada qui s'appelle les ambassadeurs de la paix. Essentiellement, en fait, c'est un programme qui un peu aide les adolescents dans la résolution de conflits pacifiques dans les écoles. Au niveau de l'apprentissage, je pense que c'est davantage l'aspect un peu culturel parce que nous avons, je pense en France, mais en tout cas au Canada, on a une vision extrêmement et malheureusement très négative des Palestiniens. Dans le sens où on entend souvent à la télévision les kamikazes, un peu le Hamas, alors on voit un peu souvent des images de violence assez intenses, alors on a une image, malheureusement, avec des préjugés très grands, du moins au Canada et en Amérique du Nord, en fait, particulièrement. Alors, j'ai été absolument fasciné de voir une similitude extraordinaire entre moi, Canadien, et des Palestiniens. Ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a choqué dans le sens positif, m'a bouleversé. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir justement sur le côté universel de l'expérience humaine. Comment pouvez-vous être marqué par un positif aussi énorme, alors même qu'on a souvent l'impression que le monde dans lequel nous vivons va mal? Eh bien, je pense que ma réponse est dans votre question. Vous le dites vous-même, on a l'impression que le monde va mal. C'est malheureusement le rôle des médias de montrer un peu des images choquantes, intenses, souvent violentes. Alors évidemment, en mettant toute l'attention sur ces images absolument bouleversantes et tristes de révolution, de guerre
et de crimes, évidemment, ça nous donne une impression très grande que le monde va très mal. Je ne dis pas en ce moment que le monde va très bien, mais je dis simplement qu'il y a des choses absolument fascinantes, fabuleuses, et il y a vraiment des choses merveilleuses qui se produisent à l'instant même. Malheureusement, ce qu'on perçoit très souvent, ce sont davantage les choses qui vont justement moins bien. Selon moi, donc, c'est juste une impression que le monde va mal. Alors vous nous avez notamment écrit des méthodes d'apprentissage de langue. Quelles langues sont concernées? En fait, j'ai commencé avec une méthode de langue mongole. Donc, j'ai écrit en 2007, en fait, j'ai édité en 2007 une méthode pour les francophones qui veulent apprendre la langue mongole. Quand j'ai vu que la méthode de langue mongole marchait quand même très bien, à ma grande surprise, j'ai pensé, bon, on pourrait faire un peu la même chose. Alors, donc, j'ai quitté il y a 2 ans pour le Népal. J'ai appris la langue. J'y suis retourné une deuxième fois et avec un ami népalais qui était mon professeur de népalais, on a ensemble écrit une méthode de langue népalaise, un peu dans le même but, en fait, que celle pour la langue mongole. Donc, le français, un peu, quand même. L'anglais, évidemment, étant canadien. Il y a donc l'espagnol, parce que je vis une partie de l'année à Barcelone. Qui dit Barcelone dit aussi le catalan, que je comprends presque parfaitement. Pour le parler, c'est plus difficile. J'ai appris 2 langues en même temps dans mon voyage en Europe à vélo. J'ai appris l'allemand et le serbo-croate. Donc, parce que j'ai travaillé comme serveur. Il y a le russe, il y a le népalais et le mongol. C'est ça. Voilà. Alors, voilà un peu les langues dans lesquelles je me débrouille. Évidemment, il faut comprendre quand même que chaque langue, évidemment, ma connaissance est un peu différente. Et je sais aussi que pour certaines personnes, le nombre de langues peut paraître incroyable, mais je donne toujours un peu le même exemple. C'est comme quelqu'un qui gratte la guitare pendant 15 ans ou 20 ans. Après 15 ans ou 20 ans, c'est normal de bien se débrouiller. Avec les langues, c'est un peu la même chose.